L'invité d'ici. Notre invité aujourd'hui, Christian Graglia, chef de file de l'opposition de gauche au Conseil général des Hautes-Alpes. Il est par ailleurs conseiller général de Gap, puisque le conseiller général de Gap Sud-Ouest. Christian Graglia, première question d'ailleurs sur ces cantons dont on parle, auxquels dans les départements ruraux on est très attaché. Dans les villes, les gens sont bien moins conscients de l'organisation territoriale des départements. Suppression de la moitié des cantons. J'allais presque dire que vous êtes, vous, le contre-exemple. Votre canton ne devrait pas trop bouger a priori, parce que c'est déjà un grand canton. Oui, on va faire des cantons. Le ministère de l'Intérieur, en fonction de la loi qui a été votée, va faire des cantons qui correspondront peu ou prou à la moyenne arithmétique départementale. Donc ces cantons tourneront dans les Hautes-Alpes autour de 9 500 habitants. Dans mon canton, il y en a 10 000, donc il ne bougera pas trop, en effet. Mais évidemment, certains cantons vont être remaniés, c'est clair. Il est à noter quand même que dans la précédente réforme, qui n'a jamais vu le jour, mais qui avait pourtant été votée par le précédent gouvernement, le nombre des cantons était également divisé par 2, ainsi que le nombre des élus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque chaque canton aura un élu féminin et un élu masculin. C'est un petit peu bizarre, hein. Tout le monde a du mal à se faire à l'idée de ce double conseil général homme-femme. Oui, mais vous savez, lorsque François Mitterrand a mis en place le scrutin municipal majoritaire avec une dose de proportionnelle, tout le monde a levé les bras au ciel en disant qu'est-ce que c'est que ce travail, qu'est-ce que c'est que cet ornithorynque politique. Et depuis, ça marche très bien, ça a été étendu à d'autres collectivités et tout le monde est content. Quant au redécoupage en lui-même précisément, Jean-Yves Dussert ici même en début de semaine disait on ne sait pas s'il va se faire au ministère de l'Intérieur ou rue de Solferino. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais enfin, je pense que Manuel Valls passe de temps en temps rue de Solferino. Il est évident que le redécoupage se fait par le ministre de l'Intérieur. Je me souviens du passage dans les années 80, fin des années 80 de François Mitterrand sous la cohabitation qui était venu à Gap. Il était passé dans le département. C'était l'époque où Charles Pasqua redécoupait les circonscriptions et il avait dit textuellement « L'amour de la France ne se découpe pas avec des ciseaux. Et l'amour des Hautes-Alpes non plus ne se découpe pas avec des ciseaux. Quel que soit le découpage, ce sera un découpage incontestable. » Allez, passons en revue avec vous quelques sujets d'actualité. Et l'actualité depuis des mois, encore aujourd'hui, ce sont les stations de sport d'hiver dans les Alpes du Sud. Alors, il y a plusieurs cas de figure, il ne faut pas tout mélanger. Il y a le cas spécifique de Risoul, sur lequel d'ailleurs le département, le conseil général dont vous faites partie, va annoncer qu'il allait intervenir en subvention d'équilibre pour même si ce n'est pas la terminologie exacte qui est d'ailleurs à l'étude dans les services du Conseil général des Hautes-Alpes. Il y a par ailleurs les syndicats mixtes, Champsor-Kera, avec des décisions un peu d'urgence prises à la faveur de l'été, en plein 15 août. Comment vous observez d'abord généralement cette problématique des stations? Cela fait 5 ans que je demande, au nom de notre groupe, une réflexion de fond sur l'avenir des stations de ski. Cela fait 5 ans qu'on ne me répond pas, et je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où la réalité, où l'on se fracasse sur le mur de la réalité. Je prends un exemple parmi ceux que vous avez cités. Nous garantissons les emprunts des stations. C'est-à-dire que, par exemple, pour Risoul, on a garanti, d'après mon souvenir, un emprunt à plus de 3 millions d'euros de hauteur. Mais on ne l'a pas fait que pour Risoul. On l'a fait pour de nombreuses stations que je ne citerai pas, mais que tout le monde voit très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On garantit l'emprunt, et quand la gestion est mauvaise, quand la station se casse la figure, eh bien, on se retrouve pris en otage. Et j'ai écouté le président Dussert qui disait qu'il vaut mieux maintenant que l'on fasse une avance de trésorerie parce que sinon on perdra notre garantie d'emprunt. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cercle vicieux. On a le revolver sur la tempe. Moi, ce que je crains, c'est qu'on perde et l'avance de trésorerie qu'on va faire et la garantie d'emprunt. Je prends un autre exemple. Dans le département, nous offrons des garanties d'emprunt à des structures comme l'Office public des HLM. Mais l'Office public des HLM est présidé par un conseil général, en l'occurrence Rocher Didier. Il a en son sein, au conseil d'administration, de nombreux conseillers généraux, majorité et opposition. C'est-à-dire que le conseil général qui finance l'office public a un droit de regard sur ce qui s'y passe. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait pour les stations de ski? Eh bien, probablement en fonction, à la bonne franquette, on finance des emprunts, on garantit des emprunts à hauteur de plusieurs millions d'euros. Si on totalisait sur l'ensemble du département, ça ferait une somme astronomique. Et puis, on ne s'en préoccupe pas, on laisse les gens gérer. Si les gens gèrent bien, tant mieux pour nous, on n'aura pas à payer les emprunts. Si les gens gèrent mal, eh bien,
il se retourne vers le département en disant maintenant il nous faut de l'argent sans quoi vous allez perdre votre emprunt. Je veux dire, c'est insupportable. C'est pas du tout comme ça que doit fonctionner une collectivité locale responsable. Ce que nous demandons, c'est avant de donner toute garantie d'emprunt, qu'un audit soit réalisé de la station qui demande sa garantie. 2, que le Conseil général puisse intervenir, puisse suivre l'évolution économique de la station et tirer la sonnette d'alarme si cela je veux dire, c'est la, comment dirais-je, c'est évident, c'est le bon sens. Hein. On ne peut pas demander à des gens, on ne peut pas accepter que des gens nous disent financez, garantissez nos emprunts, et puis nous allons gérer comme on veut, c'est-à-dire n'importe comment. Donc ici, en l'occurrence, c'est du grand n'importe quoi. On arrive, j'ai vu par exemple dans la presse que nos amis d'Europe Écologie Les Verts vont faire un colloque ou une réunion sur l'avenir des stations de ski. Il faut vraiment poser les problèmes de fond que nous ne posons pas. Nous avons la politique de l'autruche. Si un jour nous prenons la majorité au Conseil général, nous nous engageons à ce que les choses soient faites rationnellement. Alors plus délicat, la situation des syndicats mixtes. Alors les pertes sont pas si importantes par ailleurs. Si c'était une piscine municipale, j'allais dire que ce serait tout à fait intelligible. Sauf que là, la volonté est de dire que ce sont des structures qui doivent se financer, qui ne doivent pas faire appel à de l'argent public, en tout cas d'une manière massive, si ce n'est pour les investissements. Alors on a le cas du Champsaur, on a le cas du Kera, où dans les deux registres, dans l'urgence, dans l'été, le Conseil général, la majorité a décidé d'abandonner le modèle qui avait été mis en place, c'est-à-dire un syndicat mixte qui sous-traitait, si je puis dire, l'exploitation à une régie. On revient à une gestion directe par le syndicat mixte, c'est-à-dire par vous-même, par le Conseil général, et le président d'ailleurs en direct pour ce qui est du cas du Champsaur. Comment vous observez cela ? C'est très différent du sujet précédent, parce qu'en fait, il en va de la ruralité, il en va de la vitalité de secteurs comme le Champsaur et le Kera. Non, mais c'est pas tellement différent, c'est une question de méthode. Il est évident que j'ai rencontré au mois de juin le chef des remontées mécaniques au niveau des Alpes du Sud. Il était lui-même abasourdi de voir ce qui avait été fait dans le Kera, un télésiège à 6 places débrayable, en disant que c'était une dépense somptuaire par rapport aux possibilités de la station. Je me dois le dire, sous une majorité de gauche. Oui, peu importe. Voilà. Non, mais... Toujours est-il que là aussi, il faut rationaliser. Je pense que l'idée que ce soit le syndicat mixte qui a la responsabilité est une bonne idée. On arrive vers plus de rationalisation, plus de responsabilisation. Hein. Je crois que c'est ça qui est important. Il faut pouvoir dire non à un certain nombre de demandes émanant des communes ou des stations en disant on n'a pas les moyens de faire ci, ou ce n'est pas le moment, il n'est pas opportun de faire une énième réserve collinaire, il n'y a pas besoin de changer tout de suite tel télésiège, il y a quand même une réalité économique. Nos concitoyens sont dans la crise, ils ont des difficultés de fin de mois les uns les autres, les associations sont dans la crise. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire n'importe quoi, faire le grand n'importe quoi dans les stations ? Donc je pense que l'idée de rapatrier la décision syndicat mixte, c'est une bonne idée. Restons sur le sujet de l'économie départementale. On est dans un département qui souffre un petit peu, on l'a évoqué au niveau des stations, en tout cas qui est en train de petit à petit reconstruire un modèle en la matière. On a le BTP qui n'a plus guère de perspective et qui fait vraiment véritablement grise mine, qui compte de moins en moins sur la commande publique, qui était jusque-là un petit peu une solution. Essentiel. Ouais. Voilà. On a par ailleurs un chômage qui, même si les chiffres ont été meilleurs au mois d'août, qui est quand même dans une augmentation très conséquente en l'espace de 2 ans. Quel est votre regard général sur ce département qui semble être rattrapé par la crise, si je puis l'exprimer ainsi ? D'abord, il est à l'image de tous les autres départements français. Il connaît des difficultés économiques, il n'est pas le seul. C'est au moins ce qui peut nous rassurer. C'est vrai que la commande publique, par la force des choses, elle baisse, puisque les budgets des collectivités locales, que ce soit la région, que ce soit le Conseil général, que ce soit les communes, ne sont pas en expansion, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a une période. J'entendais tout à l'heure M. Hubrun, chef d'entreprise, qui raisonnait vraiment chef d'entreprise, en disant il faut s'adapter. Hein, il y a toujours une solution, il faut s'adapter, il faut trouver il ne faut pas désespérer, il faut au contraire trouver des solutions innovantes. Je crois que ce département a besoin d'innovation. Alors vous n'êtes pas aux affaires, comme l'on dit, c'est-à-dire majoritaire au Conseil général, au moins jusqu'à 2015, donc la question ne se pose pas à brûle pour point, mais si vous y étiez finalement, quelles sont un peu les pistes que vous mettriez en œuvre dans un budget très et de plus en plus contraint ?
La première des pistes, je viens d'en parler, c'est essayer de gérer de manière plus intelligente, si j'ose dire, si je peux me permettre. L'exemple des stations de ski et des garanties d'emprunt le prouve. C'est d'essayer de trouver de nouvelles ressources pour ce département. On ne peut pas continuer à fonctionner comme dans les années 60. Il faut absolument qu'on tire notre épingle du jeu. Et il y a une piste qui n'est absolument pas utilisée actuellement, c'est celle des énergies renouvelables. Ça fait des années que nous demandons que cette piste soit explorée et qu'on puisse en tirer tout le bénéfice. Il y a d'énormes bénéfices à réaliser dans ce domaine-là, d'énormes richesses. Actuellement, la majorité départementale ne s'en préoccupe pas vraiment, quoi. Ça, c'est une piste, à mon avis, qui est une piste d'avenir. Parlons un petit peu de Gap, puisque vous êtes élu de fait de la ville de Gap, du canton de Gap Sud-Ouest. Christian Gragliac, vous représentez la ville de Gap quelque part aussi, évidemment, au niveau du département des Hautes-Alpes. Le message général, y compris d'ailleurs de certains de vos collègues socialistes ou de gauche, c'est de dire, finalement, Gap, ça se passe bien, c'est une ville qui est bien gérée, où des dossiers ont été réalisés. Tout ça pour faire le lien avec le sujet suivant d'ailleurs, qui sera celui des élections municipales. C'est aussi votre impression ? C'est-à-dire, vous savez, il faut voir la réalité, il faut voir l'apparence et il faut voir la réalité. C'est vrai qu'un certain nombre de réalisations ont été faites sur Gap. C'est vrai aussi qu'on peut gérer Gap autrement et que nous proposerons, derrière Bernard Josso, qui a été désigné comme notre chef de file pour les élections municipales, nous proposerons un certain nombre de pistes de gestion, d'innovation, de changement qui, en mettant par exemple plus de démocratie dans la prise des décisions. C'est vrai qu'il y a une démocratie apparente dans l'équipe actuelle de Gap, puisque moi-même je participe souvent aux réunions locales que gère et que mène Jean-Pierre Martin. Mais par exemple, sur un dossier comme celui de la patinoire, j'aurais aimé, par exemple, que les conseillers généraux soient consultés. Et dans ce cas-là, moi, j'aurais donné ma préférence pour l'emplacement du canton sportif que je représente au sein du conseil général. Bon, là, il n'y a eu aucune concertation. Ça s'est fait de la manière la plus dirigiste qui soit, à un coût qui est quand même assez exorbitant. Donc, il y a un certain nombre de choses à améliorer. Et je suis convaincu que Bernard Josso fera des propositions qui pourront intéresser les Gapençais. S'agissant de votre canton, avant d'en revenir au municipal, c'est un canton qui connaît un développement assez, alors quel terme on va choisir, hallucinant, parce qu'en l'espace d'un an, le nombre de commerces qui se sont ouverts entre la nouvelle zone d'activité et les petites mini-zones au milieu. Apparemment, le problème, qui était l'une des difficultés de votre canton, qui visait à dire qu'il fallait traverser Gap pour aller faire ses courses ou acheter des clous, ce problème est réglé maintenant. Ben oui, il y a un certain nombre de choses qui se sont faites. Alors, j'allais dire, depuis que je suis élu, je ne m'en attribue pas la paternité. Quoique Jean Cocteau disait, ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Non, mais il est vrai que ce canton a beaucoup progressé en termes notamment de commerce. C'est un plateau technique commercial qui est devenu intéressant. Il y a une grande intelligence des commerçants de ce secteur qui ont compris que la concurrence n'est pas pour eux quelque chose de négatif, mais au contraire que la concurrence ne fera que mieux faire marcher les affaires. Je suis chaque année leur association et son assemblée générale. Elle est très dynamique et tous tirent dans le même sens. Donc en plus c'est un canton, il faut le voir, qui est un peu la variable d'ajustement de Gap. Parce que Gap ne peut plus se développer, démographiquement que sur ce canton. Partout ailleurs, c'est limité, soit par la montagne, soit par le vent, soit par des limites naturelles. Et de plus en plus de gens viennent s'installer sur le canton de Gap Sud-Ouest. Je suis sûr qu'au prochain recensement, il aura progressé en termes d'habitants. Donc oui, c'est un canton intéressant, des choses qui s'y passent, et j'en suis personnellement très satisfait. Je rappelle à nos auditeurs que dans un instant, ils vont entendre parler à nouveau de la ville de Gap avec l'Office municipal de la culture qui sera en notre compagnie pour reparler de cette nouvelle saison culturelle de la ville de Gap. Nous parlerons également du trail de Séuse. C'est une première qui va se dérouler dimanche. Terminons notre échange avec notre invité aujourd'hui, Christian Graglia, chef de file de l'opposition départementale donc au Conseil général des Hautes-Alpes. Il est par ailleurs conseiller général de Gap Sud-Ouest ainsi qu'on vient de l'évoquer, membre du Parti socialiste. En évoquant les municipales, bien sûr. Alors ça va être le grand
grand feuilleton, j'allais dire, des mois qui viennent, avec ce rythme un peu habituel, une rentrée politique qu'on devine un peu dans une dizaine de jours, et puis ensuite une montée en puissance jusqu'au mois de mars où auront lieu les scrutins. Bien, et quels sont un petit peu les objectifs du Parti socialiste dans ce département, et particulièrement pour commencer sur la ville de Gap? Est-ce que vous pensez à ce stade qu'une ville comme Gap peut basculer avec un maire qui estime ou qui présente une liste en tout cas c'est ce qu'il indique, qui est ni de droite ni de gauche, qui est d'intérêt général, qui est par ailleurs investi ou soutenu par l'UMP? Est-ce que Gap, est-ce que ça peut basculer comme on le dit? Oui, enfin, toute formation politique a comme ambition d'arriver aux responsabilités, et notamment le Parti socialiste. Je vous rappelle que Gap, ça fait plus de 40 ans que c'est la même couleur politique qui dirige la ville, et que forcément il y a une usure qui se passe. Bien sûr, il y a eu des changements. Bien sûr, il y a eu des changements de maire, il y a eu des changements de personnes, mais disons, la ligne directrice, c'est toujours la même. Vous soulignez que la liste soi-disant apolitique du maire sortant est soutenue par l'UMP, donc elle n'est pas plus apolitique. C'est lui qui est soutenu. Hein. Oui, Ouais. oui, c'est ça, oui. C'est lui qui est soutenu, donc sa liste, par voie de conséquence, est soutenue. Il n'est pas plus apolitique que Jean-François Copé, par exemple. Hein. Disons, nous avons l'espoir, cette fois-ci, nous aurions pu le faire la dernière fois, ça s'est passé à quelques voix près, nous avons l'espoir cette fois-ci d'arriver à convaincre nos concitoyens que la ville de Gap doit avoir un autre avenir que celui qui est actuellement dessiné. Je vous rappelle que sur les 5 conseillers généraux de Gap, 4 sont à gauche, et un a été élu pour la première fois sous une étiquette de gauche. Il se trouve qu'entre-temps, il a changé d'étiquette. Mais à la limite, on pourrait dire que les conseillers généraux sont tous à gauche, au moins au départ. Donc c'est une ville qui peut basculer, c'est très clair. Tout dépendra maintenant de la campagne qui va être menée. Tout dépendra de... le maire sortant a toujours une prime. Hein, il y a une prime au sortant. La dernière fois, Roger Didier n'avait fait qu'un mandat par procuration qui avait duré en gros 18 mois ou quelque chose comme ça. Cette fois-ci, il a montré son bilan avec un mandat de 6 ans. Tout dépendra de la manière dont les Gapençais vont le percevoir. Tout dépendra aussi de la campagne qu'on va faire, des hommes et des femmes qui seront présents sur notre liste. Donc l'avenir est très ouvert. S'agissant du reste du département des Hautes-Alpes, j'imagine que vous avez peut-être, ou pas encore, mais bientôt, fait la checklist des points chauds, des points où ça devrait bien se passer, etc. Qu'est-ce qui retient votre attention? Peut-être le cas de la Ragne, qui va être très bagarré, a priori? Oui, alors il y a des cantons... de toute façon, on ne peut pas trop réfléchir tant qu'on ne connaît pas le découpage. Hein, et le découpage, actuellement, il est sur le bureau de Manuel Valls, et je peux vous dire, sans langue de bois, que j'en sais absolument rien de ce qui s'y passe. On le saura lorsque le préfet va nous l'annoncer. Mais de toute façon, le nouveau découpage, il a tellement de contraintes en termes de, de quantité d'électeurs, que bon, il sera plus ou moins, quelle que soit l'intention qui est derrière, il sera toujours plus ou moins identique. J'imagine que nous, notre groupe, on a une vision de ce redécoupage. J'imagine que Jean-Yves Dussert en a une autre. Mais si on les superposait, à mon avis, il n'y aurait pas trop de différence. Hein. Ce seraient des différences de détail. Donc là, on va réfléchir une fois qu'on saura quelle est la nature des cantons. C'est vrai que la Ragne va être un canton difficile à conserver. Pour les municipales également. Pour les municipales également. Nous ne savons pas encore quelle est la décision d'Auguste Truffem, ni pour l'une ni pour l'autre de ces élections. En tout cas, pas pour les élections cantonales. Nous ne savons pas quelle est sa décision. Sinon, il y a des cantons que nous pouvons récupérer, sur lesquels nous pouvons récupérer. Par exemple, l'actuel canton de Briançon-Sud, avec les magnifiques succès de la politique municipale de Gérard Fromm, on s'est aperçu que ce canton a d'ores et déjà basculé dans tous les scrutins qui ont eu lieu depuis les dernières municipales partielles. Donc voilà, on a des possibilités de récupérer un certain nombre de territoires, oui. Terminons, parce que nos invités suivants s'impatientent, et c'est naturel, on déborde un tout petit peu, avec un petit mot de l'UTL. Hein, vous présidez l'Université du Temps Libre, que l'on a reçu ici même d'ailleurs en début de semaine pour connaître leur programme de l'année. Voilà, économie difficile aussi de ce type de structure. Ah oui, bon, d'abord c'est la 20e année que je préside l'UTL, et je vais abandonner cette présidence dans 2 mois à la prochaine Assemblée Générale, puisque ça fait quand même un bail et qu'il fallait un petit peu changer de tête. Cela dit, j'abandonne l'UTL dans une situation relativement difficile, parce que la crise nous a fait perdre 20% des étudiants, et les collectivités locales ne nous aident pas à la hauteur de ce qu'on attendrait. Nous sommes dans un secteur qui c'est celui de l'économie sociale et solidaire. Nous avons créé l'équivalent de 7 équivalents temps plein en termes d'emploi.
Nous demandons 10% de subvention par rapport à notre budget qui est de l'ordre de 300 000 euros, toutes collectivités confondues. Nous ne les avons pas obtenues encore aujourd'hui. Je vais rencontrer bientôt le préfet des Hautes-Alpes pour lui soumettre ce problème, parce que l'UTL est une institution culturelle, elle rend service aujourd'hui à environ 750 personnes dans le Gap en C et dans la ville de Gap. Elle crée de l'emploi, elle apporte un supplément d'âme. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux dans leur vie parce qu'ils peuvent assister à tel ou tel cours à l'UTL, je peux vous le dire. Et donc ce serait dommage que pour des raisons bassement matérialistes, notre association soit une victime de la crise. Donc on va se battre, je vais rester dans le bureau bien sûr de l'association, on va se battre de toutes nos forces pour conserver cette association malgré, on va s'adapter comme disait M. Hubrun, malgré les temps difficiles. Christian Irélia, merci beaucoup. Merci à vous.